Just very briefly, I wanted to explain why I'm here, because you may think because of Brexit, we don't need GDPR anymore. Well, and that's when Brexit happened, when the vote happened, some of the companies we were advising asked us the question, do we need to comply with GDPR? And most UK organisations have decided that they do need to comply. First of all, because the UK will not have left the EU by May 2018. We can see how long this is taking. So we will still be in the EU, and therefore we will be governed by the GDPR because it's a regulation. And the second reason is we say to our clients, we're like the Americans, or we will be like the Americans, or if we want to pay to play, if we want to be in the trading into the EU and using EU-based data, then we have to play by those rules. Some organisations are also saying that Europe will be the gold standard in terms of privacy, and that is a positive thing to help them compete with other organisations globally. And so they want to adopt the EU gold standard anyway. And fourthly, even when the UK leaves the EU, we will need an adequacy decision to continue trading data between the UK and the rest of the EU. And again, we will need to be compliant with GDPR in order to get that adequacy decision. For all of those reasons, UK organisations are planning to comply broadly with GDPR. And then the position of the UK government and the UK regulator, the ICO. So, you know, Mrs. May says Brexit means Brexit. Actually, the UK government has now said, well, with GDPR, Brexit does not mean Brexit because they plan to comply. So that's a distinction, and we may see that happening across lots of different areas as well, where Brexit does not mean Brexit. And then, very briefly, I was asked to give a brief explanation of what UK organisations are doing to comply. And this is a typical compliance programme. So at the different stages that we typically see are, first, you have to allocate a budget and resource to be able to go through the programme. And the decision for the organisation is, do you just do enough to be within the regulation, or do you want to be a gold standard? Do you want to be better than just enough? Secondly, very important, get a DPO, appoint a DPO, because they can be very helpful. They have the technical expertise, as we've heard, but also the legal expertise, hopefully, to help through the process. And then we ask the clients to do data mapping. So that's finding out what they do with their data. And some organisations are beginning to use outside experts to help them. So when you ask the questions of your organisation, what do you do with data? They'll tell you one thing, but then when you get an outside expert to say, how does data flow through the organisation, you realise something else, and you need to know what actually happens. So outside expertise is sometimes important. And then what we do is we carry out privacy impact assessments, which again we've been talking about, to look at those data processes. And we often adopt what's called an iterative approach, so we don't try and look at everything in one process. We will take a part of the organisation, we'll look at one of their processes, we'll carry out a privacy impact assessment, the results will come back, and then they will learn from that process, and then they can learn to do that across other processes. So you take it piece by piece, not everything all at once. And then we assess compliance with the directive, and then we assess what needs to be compliant for GDPR, the extra compliance. And then, based upon what you've learned through those processes, then you change your internal processes to be compliant, and you also often have to change contracts with suppliers and other people who you share data with to make sure they're compliant. And then the final stage is very important. It's training. Train the staff, change the culture, get them used to this. And adaptation. Always be prepared to change the processes if you learn from the staff that it doesn't work and you need to do things differently. Again, that's an iterative approach. And really, we say to clients, you need to be ready with your processes by the end of this year to give yourself a few months before the GDPR actually takes effect, so you can change things if you need to, ready for the 0 day, as we say. So that's the UK approach. That's the typical approach. I don't know if it's the same in France, but that's what we're seeing. Yeah.
I think it's the same in France, but it's taking maybe more time. Do you think that a lot of UK companies are going to be ready by May 2018? No, is the answer. And the answer to that is the ones that aren't ready, then we're ready to help them when they get into trouble. And even the ones that are ready will have issues, but they'll be in a much better position to defend themselves from regulators because they'll be able to demonstrate that they did their best to be ready. The companies that will really be in trouble are the ones who've done nothing, and there will be some of those. Parce que en fait, j'ai lu une étude, je me souviens plus si ça portait sur la France ou sur l'Europe, mais il disait qu'environ 50% des sociétés ne seraient pas prêtes en mai 2018. Donc il est temps de commencer. En fait, moi, je ne pense pas que ce soit très différent, sauf que, comme on l'a dit déjà tout à l'heure, en France, on aura peut-être une approche un peu plus documentaire et qu'il faut essayer de s'en détacher. Ce qu'il est important de faire, la première colonne, j'imagine qu'elle a commencé à être appliquée un peu chez tout le monde, c'est d'informer tout le monde de ce que c'est que le règlement. Et puis de commencer par les sanctions, comme ça les motive. D'organiser la gouvernance, donc ça on en a parlé à différentes reprises, c'est-à-dire avoir un DPO ou ne pas l'avoir, mais en tout cas avoir une équipe dédiée, multifonction, qui puisse couvrir toutes les questions et qui puisse faire en sorte que cette culture des données personnelles entre bien dans l'entreprise. Si on est trop petit, on a une équipe avec des gens que l'on prend dans les différents services. Si on est une société plus grande, on est capable de former un véritable comité. Alors je sais que la comitologie, c'est pas toujours, enfin les réunionites et tout ça, ça fait perdre beaucoup de temps en entreprise, mais il faut essayer d'avoir un leader, un DPO qui soit leader du comité pour que les réunions soient utiles et qu'il y ait un plan de progression et que tout le monde y travaille. Bon, la nomination du DPO, on l'a vu. Un calendrier. La cartographie des traitements des risques, en fait, c'est la version 0 ou 1 du registre. C'est-à-dire que si vous ne l'avez pas encore, vous faites un registre qui va au-delà des mentions obligatoires qu'on a vues tout à l'heure, mais qui explique ce que vous faites en réalité, le traitement idéal et puis le traitement dans les faits. Et ensuite, vous comparez tout ça avec les obligations, comme vous l'a dit Yann, de la directive et du règlement, et vous faites un calendrier de progression. Et ça vous donne l'outil que vous ne quitterez plus pour gérer les données, que ce soit en tableau Excel ou autrement. Et puis la dernière ligne, c'est avoir un budget. Donc ça, je vous laisse faire pour plaider votre cause, parce que avoir un budget, c'est aussi être certain d'avoir la disponibilité des gens dont on a parlé toute la matinée, les marketeurs, la DSI. Parce qu'il y a des boîtes, par exemple, où quand vous faites appel à des services transverses, dans le cas des management fees, vous devez payer les services de ces gens-là. Moi, j'ai jamais très bien compris pourquoi il fallait les payer dans la mesure où c'est une obligation que de mettre en place, que ce soit pour ça ou pour autre chose. Mais bon. Donc en fait, il faut passer outre les règles organisationnelles et dire, là maintenant, on n'en est plus au moment de savoir qui prend en charge les coûts, mais essayer de mettre en place ce système. La Rosace, ici, vous reprend plus ou moins ce que Yann vient de vous dire, mettre en place des plans de formation, des procédures de gestion de demande d'accès des données, des procédures d'analyse de risque, sécurité informatique, gestion de crise, toutes les appréciations des recueils de consentement, revoir les contrats de sous-traitance, on a insisté pas mal dessus. Et un point dont on n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui, c'est revoir le transfert des données personnelles en dehors de l'Union. C'est un point important avec les États-Unis parce que c'est vrai que la plupart des prestataires sont là-bas, mais pas seulement, parce que c'est vrai que Max Schrems, il va trouver une nouvelle activité maintenant qu'il a passé sa thèse, c'est qu'il va faire ça à plein temps apparemment. Donc je pense qu'il va venir attaquer toutes les décisions d'adéquation les unes après les autres, notamment pour commencer avec les Privacy Shield et les clauses contractuelles, parce qu'ils vous disent en fait les clauses contractuelles n'ont pas plus de valeur
contre la NSA que le Privacy Shield, ce qui n'est pas tout à fait faux, mais bon, il ne faut pas le dire trop fort. Voilà. Et il y a d'autres pays qui demandent à l'adéquation. La Commission a commencé l'étude du Japon, c'est ça, cette semaine, je crois. Japon. Il y a d'autres dossiers qui sont en suspens. Il y a des gens qui m'en ont parlé parce que, en fait, la Commission avait tellement peur avec cette histoire du Privacy Shield qu'elle n'a pas osé continuer les procédures d'approbation. Et puis maintenant, elle va devoir revoir aussi les approbations qui avaient été données à d'autres pays. Donc ça fait beaucoup de boulot. Et c'est des choses à suivre. Parce que quand vous faites partie d'un groupe international ou même sans, si le groupe décide de mettre telle et telle donnée dans le cloud, moi j'ai fait un dossier récemment là-dessus, le groupe a dit non, on met les données dans le cloud et ça passe par Microsoft, Amazon et machin truc et d'autres sociétés. Et puis de toute façon, après, il y a un sous-traitant en Inde. Alors j'ai repris le guide de la CNIL qui est assez bien fait. Sur les données RH, il faut expliquer quand même un petit peu au bout d'un moment aux salariés que les données vont se promener ailleurs. Donc tout ça, c'est un point. Enfin, le transfert des données personnelles hors UE, ça nécessiterait une séance entière. Peut-être qu'on la fera lorsque les guidelines de la Commission seront sortis. Si vous avez encore des questions, sinon je vous remercie. Bonjour, merci. Je reviens sur le Data Protection Officer. Vous avez... On ne vous voit pas là. Ah pardon. Ce que j'ai lu dans les guidelines, c'est qu'il fait que le DPO puisse parler la langue de l'autorité de contrôle. Ça veut dire quoi ça en termes d'organisation européenne ou même mondiale? Est-ce qu'il faut s'organiser par zone linguistique, mais plus on monte vers le nord, plus la langue diffère? Enfin, plus on descend vers le sud aussi. Comment on peut sentir les choses? Que ça veut dire qu'on pourrait sectoriser le DPO selon les programmes qui sont groupes, et puis ceux qui seraient nationaux, on les laisserait à eux, et donc il y aurait une autorité chef de file pour les grands programmes, et des DPO sectoriels, mais ça veut dire dans des organisations qui sont peut-être plus restreintes sur des filiales, où il n'y a pas forcément de place pour un DPO au niveau des budgets, vous l'avez évoqué. Non, mais... Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Vous avez raison, en fait, dans les guidelines, ils parlent encore une fois du monde idéal où il y a une personne pour chaque mission. C'est vrai que c'est un peu contradictoire de dire qu'il faut qu'il parle la langue quand on dit qu'il y a un one-stop shop. Je pense qu'en fait, il faut venir avec quelque chose de logique pour l'organisation et savoir le démontrer aux autorités. Après, le DPO, on a dit, même dans une petite organisation, il ne va jamais travailler seul. Il va être avec... le directeur juridique, le directeur des risques, quelque chose comme ça. Et donc, il faut arriver à faire des équipes. Et vous avez le DPO officiel, celui qui est nommé et dont on donne le nom à l'autorité. Et puis ensuite, vous avez toute l'équipe en dessous. Et donc, c'est ça aussi, savoir communiquer dans la langue. De la même manière qu'il doit savoir communiquer dans la langue avec les personnes concernées. Puisque si on lui pose des questions, il faut... Mais ça, c'est aussi en droit de la consommation. Vous devez répondre au consommateur dans sa langue. Donc, vous voyez ça, par exemple, dans les directives et règlements sur la sécurité des produits, sur les jouets aussi. Vous devez avoir les mentions dans la langue. Alors, vous avez sur des pots de yaourt des mentions longues, ou les parfums, j'en sais rien, des mentions longues comme ça. Donc, ça, c'est le monde idéal. Après, il faut arriver à votre propre perfection. Mais moi, je peux pas vous dire ce qu'il faut faire. Il faut connaître votre organisation, savoir quelles sont les activités. Si vous faites un DPO sectoriel, savoir si vous n'allez pas laisser de trous dans la raquette. C'est surtout ça. Ou se dire qu'un beau jour, il y a quelqu'un d'autre qui va réorganiser les branches. Et hop, du coup, le DPO, il ne sera plus positionné comme il faut. Donc ça aussi, il faudra revoir en même temps son périmètre. Je pense que c'est quelque chose d'itératif, puisque c'est le mot d'aujourd'hui. Merci pour votre présentation. Moi, j'avais une question par rapport à... Vous disiez maintenant, il faut mettre en place des nouvelles clauses dans les contrats. Moi, j'ai une vraie question par rapport à ça, parce que, en fait, pour moi, le règlement, il est applicable qu'à partir de mai 2018.
Donc en fait, toutes les nouvelles obligations, notamment à la charge du sous-traitant, par rapport à ce qui existe aujourd'hui au regard de la directive européenne, ne sont pas applicables aujourd'hui, enfin, d'un point de vue purement juridique. Et en plus, il me semblait que la Commission, je crois, allait drafter une sorte de contrat type, on va dire, qui répartirait les obligations du sous-traitant et du responsable de traitement. Oui, mais votre contrat, il va avoir une certaine durée. Je suis d'accord avec vous. Alors justement, par rapport aux droits et aux obligations, là, qui est sorti en octobre, là, et les théories d'imprévision et tout ça, j'ai des vraies questions. Moi, je trouve que si vous pouvez faire mieux et commencer à améliorer le contrat, même si vous n'avez pas encore le modèle de la Commission, je ne vois pas où est la difficulté. Et bien entendu, s'il y a une violation des données ou une violation des obligations du sous-traitant et que ça finit devant un tribunal, on regardera ça au regard de la directive et de la loi informatique dans sa rédaction à l'époque. Mais si vous voulez que votre contrat, sans qu'il ait une durée démesurée, puisse s'appliquer par la suite, il faut commencer à faire mieux. Et donc, de toute façon, ce sont des obligations contractuelles à ce moment-là et pas des obligations purement légales. Mais au moins, vous n'aurez pas à le reprendre. Et puis, on sait tous que c'est difficile de dire ah, mais je vais vous faire un avenant là parce qu'il y a des obligations qui ont changé. Il vaut mieux essayer de les faire accepter tout de suite. Et je pense que dans ce que Yann vous a dit, c'est aussi une façon de préserver la réputation de l'entreprise que de vouloir faire mieux dès maintenant. Nous, effectivement, on a commencé à le prendre en compte, mais sous l'angle purement contractuel et dans l'idée, effectivement, de commencer à se préparer. Alors, ce qu'on met aujourd'hui n'est pas nécessairement ce qu'on mettra dans le contrat après mai 2018. Par contre, on met des choses où on essaie de clarifier les répartitions de responsabilités entre responsables de traitement et sous-traitants. On rappelle aussi que le sous-traitant doit, lui, et nous aider à respecter la loi informatique et liberté et le règlement quand il rentre en application. On commence à prévoir les études d'impact vie privée. Donc, l'idée, c'est de ne pas avoir une falaise en face de soi en mai 2018 et se retrouver dans la position de devoir renégocier instantanément tous les contrats, mais de pouvoir faire les choses de façon un peu plus étagée dans le temps. Aussi. Yann, tu veux... Quelqu'un d'autre? En ce qui concerne les sanctions, s'il vous plaît, le pourcentage du chiffre d'affaires annuel mondial, dans le cas d'un groupe de sociétés, est-ce qu'on vise l'entité responsable de traitement ou sous-traitante, ou bien le chiffre d'affaires mondial du groupe? En fait, c'est le groupe, c'est le même principe qu'en matière de concurrence. Donc c'est le groupe qui est visé? Oui. Après, dans certaines sanctions en matière de concurrence, les entreprises ont réussi à démontrer que la responsabilité s'arrêtait à un certain niveau et que la holding, par exemple, n'était pas entrée en ligne de compte, n'était pas décisionnaire dans les questions. Mais il y a la carotte et le bâton, donc ça c'est le bâton. C'est pour motiver votre direction. Merci. Après, pour l'instant, on ne peut pas vous dire comment ça sera appliqué, évidemment. Mais voilà. Bonjour, merci pour votre présentation. Moi, j'ai une question sur le One Stop Shop. Pour un groupe de sociétés, comment on choisit son régulateur? Alors, did you get it, Yann? In the one-stop shop, yeah. Yeah, how do you choose the authority? The organisation, the idea is that it's where the pan-European organisation has its decisions taken about data, and often that will be where its headquarters is for all decisions, but it's possible it could be in different places. If you want to make a decision for yourself, then you should try and designate where that place is with the regulator that you feel most happy with. But what will happen is that decision may be challenged later by individuals who say, well, you say all the decisions are taken in France, but in fact, 90% of your customers are in Germany. And most of the decisions about those customers on a day-to-day basis and their data are taken by Germany or German offices, and therefore
the court may turn around and say, "Oh no, it's actually German regulators who make the decisions," or that's your lead authority. It will be try and make a choice which suits you, but then be alive to the fact that may be challenged. So but try and make a choice. Don't leave it to somebody else to make the choice for you. On peut aussi décider d'avoir plusieurs groupes. Si en fait c'est des activités séparées, des systèmes informatiques séparés, pour ce qu'on disait tout à l'heure pour le DPO, pour qu'il y ait le même périmètre de compétences DPO et autorité. Mais ça, c'est encore une fois, ça dépend de l'organisation du groupe et des entreprises. Merci.